Et bonjour, nous voilà pour une nouvelle conférence avec un expert, vraiment un expert dont tous les parents auraient besoin vraiment d'écouter. C'est Béatrice Millettre, docteure en psychologie et spécialiste en sciences cognitives. Béatrice, ton approche unique, simple et éclairante aide les parents à mieux comprendre les comportements et les besoins de leurs enfants. Merci d'être avec nous pour démystifier justement un sujet qui préoccupe beaucoup de parents, les enfants et les écrans. Et oui, on va aborder les écrans, on va aller dans le dur. Je vais juste te rappeler qu'en moyenne, les enfants passent 3 à 4 heures par jour devant un écran, selon une étude menée par l'INSERM en 2021 déjà. Et ce temps grimpe à plus de 7 heures quand il s'agit des adolescents, avec des impacts évidemment variés sur le sommeil, leur attention et leur interaction sociale. Pourtant, lorsque les écrans sont bien utilisés, ils peuvent quand même aussi être une source d'apprentissage et de créativité. Alors avec toi, Béatrice, aujourd'hui, on va essayer d'explorer et surtout d'aider les parents à trouver le juste équilibre pour limiter les risques tout en tirant parti des bénéfices que les écrans peuvent offrir. Je te laisse te présenter de vive voix. Béatrice, je suis honorée de t'avoir avec nous pour ce sommet. Bonjour Akima, oui, c'est gentil, c'est très gentil. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis docteur en psychologie, j'ai fait un double cursus en sciences et neurosciences, sciences cognitives et psychologie. Donc j'ai un cabinet dans lequel je reçois des gens que j'accompagne à aller mieux, à aller bien, tout court. Moi, j'ai souvent tendance à dire, je les accompagne à être en phase avec eux-mêmes, ça veut dire d'apprivoiser et d'accepter leur spécificité, leur fonctionnement, qu'ils soient neurodivergents ou pas d'ailleurs, pour être plus alignés avec leurs valeurs et le monde dans lequel ils vivent. Et puis, j'ai des activités d'auteur. J'écris un certain nombre de livres. J'en écris en ce moment à peu près 2 par an. Et je fais des conférences dans des écoles, dans des entreprises pour sensibiliser à tous ces sujets-là. Et je fais des formations aussi. Voilà, en quelques mots. Bon, il y a de quoi être honoré. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous aider à comprendre l'impact des écrans, comment est-ce qu'on peut les gérer, etc. On va commencer, si tu le veux bien, par donc comprendre l'impact des écrans. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Béatrice, commencer par nous dire ce que les écrans font sur le cerveau de nos enfants? Je trouve que commencer par ça, déjà, ça va déjà donner le temps. À moins que tu veuilles, toi, apporter… Non, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'en soi, je vais répondre par un chemin de traverse, en fait, et une réponse de jésuite, si on peut dire, mais en soi, les écrans ne font rien directement au cerveau. C'est pas parce que là, on est en train de se parler par écran interposé que directement, bam, il va y avoir des connexions qui sautent dans mon cerveau, des connexions nerveuses. C'est pas comme ça. Mais il y avait une étude à un moment donné qui était faite, moi je trouvais ça très rigolo, elle a été pas mal médiatisée sur les chauffeurs de taxi londoniens, les chauffeurs de taxi londoniens qui, pour des raisons que j'ignore, peut-être liées à la topographie de la ville de Londres, connaissaient par cœur toute la topographie de la ville de Londres. Et à partir du moment où sont arrivés les GPS, eh bien finalement, ils ont perdu cette capacité à se repérer sans carte, sans rien dans la ville de Londres, en faisant appel plutôt à l'outil électronique. Et ça, je crois, on l'a un peu tous vécu dans nos vies, quand on est passé des cartes, les cartes Michelin, les cartes IGN au GPS, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, les gens ne savaient plus, j'ai exagéré un peu, mais où était le nord et le sud, et dans quelle direction ils allaient. Et si le GPS tombait en panne, avant, on prenait la carte et on savait se retrouver. Maintenant, le GPS tombe en panne, ils ne savent absolument pas comment se rendre à leur point d'arrivée. Et donc, finalement, il y a cet aspect-là des écrans qui est qu'on s'en remet à l'écran et on oublie d'utiliser notre cerveau dans des moments où on pourrait l'utiliser quand même. Donc, le GPS, c'est super, mais ça n'empêche pas, par exemple, de regarder une carte et de savoir la grande direction où on va, ce qui fait qu'à un moment donné, si le GPS ne fonctionne pas, eh bien, on sait quand même se repérer. Donc, je crois que c'est principalement cet effet-là qui est de dire que l'écran va nous faciliter la vie, ce qui est une réalité, ça c'est tout à fait vrai, mais en même temps, il nous empêche de réfléchir, il nous empêche d'utiliser notre mémoire. Moi, il y a un exemple, je sais pas, j'étais avec des amis il n'y a pas longtemps et on parlait des écrans.
en disant que nous, adultes, on n'est pas nés plongés dans les écrans comme les enfants d'aujourd'hui, mais on se rend compte que quand on prend un livre, on a une moindre capacité. Et alors, on était 3 adultes à peu près du même âge, et on disait, mais quand on prend un livre, on est avec notre page, et puis on dit, ah ouais, peut-être une notification, ah ouais, mais peut-être machin, mais peut-être je vais regarder, peut-être, ah ouais, voilà. Et notre attention, finalement, est déjà beaucoup plus moins intense, finalement, parce qu'on a aussi, ça c'est le deuxième effet, c'est que ça nous entraîne à papillonner un peu partout. En tant que tel, l'écran lui-même n'est pas délétère, c'est ce qu'on en fait. Et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur l'usage des écrans chez les enfants sortis de la maternité. Les conséquences sont dans toutes les sphères de leur vie, y compris physique, physiologique, cognitive, bien évidemment. Donc, ce n'est pas en tant que tel, mais c'est la façon dont on va les utiliser, j'ai envie de dire, plutôt. Et puis ce que ça va créer finalement, parce que ça va moins solliciter notre cerveau, et puis on va justement de moins en moins fournir d'efforts pour, comme tu disais, lire, apprendre, etc., s'intéresser à autre chose, parce qu'on le verra après, il y a quelque chose. C'est ça, mais c'est-à-dire de moins fournir d'efforts sur quelque chose qui ne mérite pas des efforts, finalement, j'ai envie de dire, c'est très très bien. On a un outil qui nous permet de pas quand on a inventé les machines pour labourer les champs, c'est quand même plus confortable d'utiliser un tracteur que d'y aller à la pioche. Donc bien ça, c'est pas mal, mais ça dépend l'usage qu'on va en faire finalement, c'est ça. Et est-ce que tu peux justement nous donner l'impact émotionnel et dans le comportement déjà? Dans le comportement, déjà, on voit que, il suffit d'aller bêtement au restaurant où on voit qu'on a un couple, ils sont chacun sur leur téléphone, donc on est beaucoup moins dans les interactions. On a des jeunes, moi je reçois des jeunes qui vont essayer de développer, qui vont draguer avec par SMS interposé. On voit des gens qui ensuite, quand ils se trouvent face à face, d'un point de vue social, je veux dire face à face avec, entre guillemets, des vrais gens, eh bien, ils ont des difficultés parce que finalement, ils ont l'habitude de parler par texto, par SMS à longueur de journée ou dans des groupes, et que quand ils se trouvent face à face avec des vrais gens, ils ne vont plus leur parler. On a l'impact sur le sens des conversations. Quand on voit dans les groupes que les groupes d'amis ou de ce qu'on veut, qu'à un moment donné, il y en a un qui dit je m'arrête 3 minutes, je vais au petit coin où je suis en train de manger une banane. Dans la vraie vie, ça n'a aucune espèce d'intérêt, ce genre de conversation, et on ne le dirait probablement pas, et on passerait à la trappe très rapidement. Donc, ça a un impact déjà socialement sur la qualité, j'ai envie de dire, des interactions sociales, et sur l'apprentissage des interactions sociales, déjà tout simplement. Ça a un impact sur, comme je l'ai dit, sur la qualité de notre attention. On voit maintenant des gens, ils ne sont même plus capables de regarder une série à la télé parce que c'est pas assez, parce que je peux dire, stimulant, rapide, varié, et donc ils ont besoin du téléphone à côté et d'autres choses en même temps. Et ça, c'est pas juste la capacité attentionnelle, parce qu'on peut dire attention sur un dossier qui nous casse les pieds, ça peut fluctuer certes, mais sur une série qui intéresse, où là on perd aussi l'attention, c'est compliqué. La capacité de rester sans bouger, enfin voilà, ça va après dans tous les compartiments de la vie, j'ai envie de dire. Et finalement, ça isole aussi les enfants parce que… Oui, bien sûr, ça isole, ça donne le sentiment, les réseaux sociaux. Alors, c'est très bien aussi, les réseaux sociaux. C'est pas tout blanc, tout noir, il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Mais les réseaux sociaux, ça donne le sentiment. Moi, je vois des gens me disent, mais j'ai des centaines d'amis. Oui, tu as des centaines d'amis à l'autre bout de la planète, ce qui est super parce que ça permet aussi… Moi, je vois des jeunes comme ça, ils sont obligés de parler anglais parce qu'ils ont des amis, je ne sais pas, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil, et la langue internationale, c'est l'anglais. Donc ça, c'est très, très chouette. Mais en même temps, ce n'est pas des vrais gens. Enfin, c'est des vrais gens, mais ce n'est pas des gens qu'ils rencontrent dans la réalité de leur quotidien. Ce qui fait qu'ils sont isolés avec le sentiment d'avoir des amis partout. Mais dans le fond, s'ils veulent sortir, aller faire un ciné, manger une glace, faire un McDo ou ce qu'on veut, eh bien, ils n'ont personne pour faire ça finalement. Et ça, c'est embêtant quand même. C'est un petit peu embêtant. Il ne faudrait pas que ça soit tout l'un et rien de l'autre finalement. C'est ça aussi. C'est toujours la même histoire. C'est un peu la mesure. C'est un peu la mesure. Oui, non, c'est sûr que tu le répètes souvent, en fait, ce n'est pas les écrans en soi qui sont dangereux, c'est l'usage et les conséquences que ça, que ça mène. Et donc, d'un point de vue cognitif, déjà, on voit une diminution énorme de la concentration, une mémoire à court terme quand même. Tu le citais déjà avec les taxis, c'est vrai, c'est un très bon exemple.
on était habitué à faire des choses et puis maintenant, les enfants, je ne sais même pas si finalement, ils auront cette habitude de s'exercer si nous, on ne les stimule pas. Avant, on le faisait plus naturellement, comme tu viens de Non, le citer. ils n'auront pas cette habitude, c'est certain. Et c'est vrai, si je reprends le GPS, ils n'ont aucune idée, les jeunes, mais je sais pas, les 25-30 ans même, quasi où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et c'est compliqué. Et moi, je vais prendre un exemple. Je suis allée aux États-Unis il y a quelques temps, et dans la Death Valley, par exemple, le GPS, il ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de GPS? Alors moi, qui suis de la vieille génération, j'avais évidemment embarqué une carte avec moi, aux grandes dames de mes passagers qui disaient mais qu'est-ce que tu fais avec ça, c'est ringard. Oui, mais n'empêche que quand on n'a plus de GPS au milieu de nulle part, parce que c'est ça la Death Valley, il n'y a rien, il n'y a pas de réseau, le téléphone ne marche pas, donc on ne peut même pas mettre la musique, et les ados dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, mais c'est surtout comment on se repère. Si finalement il n'y a pas de connexion, on se repère à l'ancienne avec une carte, tout simplement. Mais ça, ils ne savent pas faire. Et donc, je ne sais pas, les Américains qui vivent dans ces régions-là, alors ils connaissent le coin par cœur, peut-être ils circulent en hélicoptère ou en avion, j'en sais rien, mais pour nous, un vulgus pecum français sans la connexion, ils sont perdus, direct. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi apprendre à faire les deux quelque part, et peut-être qu'il y a des moments quand on se trouve confronté à des situations, c'est une petite anecdote de se retrouver, parce que, alors, très honnêtement, moi partant aux États-Unis, j'ai jamais imaginé que sur ce pays-là, il y a des endroits où il n'y aurait pas de connexion. Bien sûr. Personne ne pense à ça. Et les jeunes, ils disent aux États-Unis, c'est les États-Unis, c'est machin, il y a de l'électronique partout, et ils se retrouvent perdus avec rien. Donc voilà, donc ça, et quand on est confronté à ça, on dit, peut-être une carte, c'est pas mal finalement. Oui, non, mais c'est vrai, et malheureusement, il n'y a plus de situations comme ça qui nécessitent un effort cognitif et forcément la facilité. Alors, comme tu disais, bien sûr, quand c'est pratique, c'est OK, c'est cool. Mais quand on se retrouve dans des situations comme ça, c'est là où on comprend, où on se dit ah ouais, mais comment on fait? C'est ça. Et si tu me permets de rebondir un peu, moi j'aime bien des fois jouer sur les mots. C'est pas la question de faire un effort, parce que dans le fond, comme je disais tout à l'heure, si on peut éviter de labourer son champ à la main avec une binette et qu'on a un outil, c'est super. Si ça peut nous éviter des efforts qui ne sont pas nécessaires, c'est ça, je veux dire, mais on peut arriver à un résultat sans effort et le résultat va être très très bon. Mais c'est qu'à un moment, il ne faut pas que ça génère une perte cognitive et qu'on se retrouve pas quoi, des cerveaux à roulettes branchés à des machines en permanence, si je caricature un peu. Notre cerveau, c'est un super organe, ça marche super bien. Donc, il ne faut pas passer de tout à rien. Encore une fois, c'est vraiment la mesure. Et il ne faut pas oublier que ça peut fonctionner très bien, cette affaire-là, quoi. Et je crois que c'est un peu ça, si on veut, qui est embêtant avec les écrans. Et encore une fois, je pense qu'on va le dire tout à l'heure, mais les écrans, c'est quand même plein de bonnes choses aussi. C'est aussi Ah oui, je pense que les bonnes choses, je crois que elles sont vraiment développées et on l'a vraiment bien compris. Je suis même pas sûre, parce que moi je vois des gens à mon bureau et j'en ai encore vu là cette semaine qui me disent mais nos enfants ils n'ont aucun écran, c'est diabolique ce truc-là. Et on est un peu, je crois, dans ce tout ou rien avec des parents qui sont en permanence dans les écrans avec leurs enfants et d'autres qui sont dans l'effet inverse, à dire c'est diabolique ce truc-là, jamais mes enfants vont regarder ce machin-là. Alors qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je prenais cet exemple d'un jeune qui a des amis sur la planète entière, mais ça c'est super quand même. C'est quand même. Avant, on avait les copains épistolaires. Moi, j'envoyais des lettres à des copains au Japon. Maintenant, on le fait direct. Et ça, c'est super. Et ça permet de découvrir des nouvelles cultures. Ça permet d'avoir des amis. Moi, j'ai un jeune comme ça, son meilleur ami, il l'a rencontré en jouant à un jeu en ligne. Et c'est son meilleur ami. Ils se sont rencontrés en vrai. Bon, c'était en France, c'était plus facile qu'à l'autre bout de la Terre. Mais ça permet quand même de rencontrer des gens, ça permet de faire des connaissances, ça permet de développer des amitiés, de connaître la planète, de s'ouvrir l'esprit finalement. Donc ça c'est super. Ça permet pour les jeunes dans une même classe de rester en contact, d'avoir les devoirs dessus, quand il y a un devoir qui manque, et bam, on l'a sur le réseau, on demande une copie d'écran par le téléphone à son copain et on l'a. Donc ça, d'un point de vue aussi social, c'est super. Mais et puis, on a plein de documentaires, la télévision avant, les écrans maintenant, c'est aussi plein de programmes de qualité finalement. Pas que, mais il faut sélectionner. Je pense que l'important dans les écrans, c'est l'esprit critique, quelque part.
Mais c'est plein de qualités, ce truc-là. Ça développe la créativité, tu l'as dit en préambule. On peut faire des choses qu'on ne faisait pas avant, qui nécessitaient d'avoir, je sais pas quoi, un graphiste, un illustrateur, alors que maintenant, on peut faire un peu tout seul. On peut fabriquer, avoir accès à des DIY pour fabriquer soi-même des petits objets. On a des tutos de tous les côtés. C'est infini. Et c'est là où il ne faut pas se perdre dans l'infini des possibles. Mais globalement, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et des recettes de cuisine, on peut aller comme ça apprendre une recette de je sais pas quoi, de Colombie, de Tombouctou, de n'importe quoi, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça, c'est exactement. Mais et en fait, le fait de savoir justement qu'on peut avoir autant de richesses, autant de connaissances, autant de découvertes, autant de choses, cette surcharge d'informations, c'est là où en fait ce juste milieu, et c'est là où ça devient problématique parce que waouh, c'est tout le monde est là et se dit mais c'est incroyable. Alors les enfants, et encore parce que réellement je pense qu'on les sous-estime, mais quand on discute avec eux sur les écrans, ils nous apprennent aussi pas mal de choses, non pas sur l'aspect technologique de l'écran, mais sur une réflexion. J'en suis même arrivée parfois à avoir des discussions avec ma fille et à lui donner un point de vue, à lui dire « Ah non, mais tu vas voir que si tu fais ça, c'était sur la peau. » D'accord? C'était sur la peau et c'était avec ma fille. Et je lui ai dit « Ah ben non, ça, c'est vraiment très mauvais pour la peau parce que tu vas avoir ça. » Et là, elle me regarde, très affirmée, très sûre d'elle. Elle me dit « Ah bon, et tu es sûre de ce que tu dis ?» Je lui dis « Absolument, Jade, ça c'est connu. » C'est comme ça, j'étais vraiment… C'est connu, voilà, c'est connu, oui. Voilà, exactement. C'est connu, mais c'était faux et elle avait raison. Exactement. Et là, d'un coup, elle me dit « Alors ?» Et là, elle commence à me prouver avec les écrans, avec des études, des expériences, et elle me dit « Et ça ?» Et là, je reste bouche bée. Et elle me dit « Ah, tu la crois pas? Ok. Et ça ?» Et en fait, là, je me suis dit bah, c'est vrai, je ne connais pas en fait. Je ne connais pas, et à partir de quelque chose que je pensais, je lui ai dit bah, c'est comme ci, c'est comme ça. Donc oui, ça a des choses intéressantes. Oui, et je suis d'accord avec toi, l'échange avec nos enfants, c'est merveilleux. Et je suis d'accord avec toi, nos enfants, par rapport aux écrans et même tout court, ils nous apprennent plein de choses. Et voilà, moi, j'ai les mêmes avec ma fille qui m'a appris plein de trucs sur les réseaux, en disant exactement le même exemple, en disant mais tu dis ça, mais et voilà, et bam, bam, bam. D'accord, très bien. Ok, on retourne d'où on vient, et elle avait raison aussi. Donc oui, ça c'est vrai, parce que alors c'est pas tous non plus, mais il y en a un certain nombre, ils ont un grand esprit critique là-dessus, c'est vrai. Il y en a, ils prennent pour argent comptant n'importe quoi. Moi, j'en ai vu pour les Jeux Olympiques, ils me disent ah mais tu sais, moi j'ai lu sur les réseaux. Je dis non, t'as pas pu voir que Potini t'invite, et c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est juste oh non, mais c'était écrit dans les réseaux. Oui, mais là non, là on va prendre 2 minutes et demie de recul pour se dire que là c'est un fake news, effectivement. Mais globalement, je trouve que je suis d'accord avec toi, ils ont pas mal d'esprit critique et ils prennent du recul sur ce qu'ils peuvent lire. Donc des fois, oui, les informations qu'ils vont voir sont pas tout à fait justes, hein, ça c'est parce qu'il y a quand même beaucoup aussi de fake news sur ces trucs-là, sachant que tout le monde peut publier sur internet. Ils ont cet esprit critique la plupart du temps. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai plutôt tendance à leur faire confiance, à nos jeunes. Et ce que je dis à tous les parents que j'accompagne, c'est de dire mais votre enfant, à un moment donné, il aura 18 ans, il aura 20 ans. Donc, il faut le rendre autonome sur les écrans, parce qu'à ce moment-là, il ne vous demandera plus votre avis. Donc, plutôt que de dire tu as droit à une demi-heure par jour, je te pique ton téléphone, tu me le donnes avant d'aller te coucher. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça, hein, mais à un moment donné, il faut aussi leur apprendre à être autonome sur cet engin-là, pour que plus tard, ils puissent en faire un bon usage. Et ce n'est pas en les en privant, en faisant ouais, mais tu as droit à ça parce que si, parce que ça, tu as raté ton contrôle, tu n'as pas droit. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont être autonomes là-dessus, finalement. Ça, c'est un outil d'aujourd'hui, donc de toute façon, on ne peut pas le leur enlever. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est faire confiance aux enfants. Enfin, ne pas bannir l'écran. L'écran est là. De toute façon, il sera là et il va évoluer. Donc, à partir de moment, faut arrêter de le voir comme oh mon Dieu, les écrans. C'est vrai, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que déjà, les écrans sont arrivés et on ne sait pas les gérer, dans le sens où on n'a pas ce recul pour se dire waouh, là il y a trop d'informations, je ne sais pas où donner de la tête. Alors stop,
Non, quand on a peur, on se dit non, stop. Mais en réalité, quand on parle avec nos enfants, et moi, ça m'arrive de plus en plus où on en joue, maintenant qu'on sait, et on va l'aborder dans une deuxième partie, sur l'algorithme. Je leur dis, parfois, je dis, OK, tu regardes peut-être TikTok, tu regardes peut-être, oui, je vais peut-être me faire gronder, mais oui, je suis enseignante et la réalité est que mes enfants ont 15 ans, 14 ans et 13 ans et oui, elle regarde aussi TikTok et oui, elle regarde. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Par contre, on échange, on discute. Bien sûr, Maintenant, bien sûr. C'est-à-dire ma- que les écrans, mais ça, on l'a dit, redit, redit, il y a des campagnes gouvernementales, on laisse jamais un enfant tout seul. Alors, ça dépend quel âge. À 18 ans, on les laisse tout seuls, évidemment. Ça n'empêche pas de leur en parler à 18 ans. Voilà. Mais on les laisse jamais tout seuls face à des trucs comme ça. Parce qu'ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas les connaissances, simplement. Ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas le nombre d'années qu'a un parent pour pouvoir comprendre exactement les implications de ce qu'ils peuvent voir. oui, Donc, on ne les laisse pas tout seuls, bien évidemment, bien évidemment. pense vraiment qu'il faut énormément échanger avec eux. N'hésitez pas, n'hésitez pas à observer vos enfants de la manière dont ils regardent aussi les écrans. Oui, mais Les- alors là, si tu veux, je vais ouvrir, je vais enfoncer une porte ouverte. Ce qu'on dit là toutes les deux, oui, et probablement les parents qui te suivent et qui te regardent, ils font déjà ça. On est en train toutes les deux d'ouvrir des portes ouvertes finalement. je Parce, pas des- je ne sais pas, mais pas exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que, et ça on va y revenir après, les parents qui laissent les enfants devant les écrans depuis la maternité, ceux-là, ils ne vont pas faire ce que tu dis là. Ceux-là, je ne sais pas par quel biais on peut les toucher et leur expliquer qu'ils sont en train de détruire le cerveau de leurs enfants, finalement. Alors que les autres, ils ont à peu près, alors plus ou moins avec des nuances, avec effectivement, je ne dis pas que ce qu'on dit ne sert à rien, mais on peaufine des choses globalement qu'un grand nombre de personnes savent ou soupçonnent ou dont ils se doutent plus ou moins. Et la grande difficulté, je crois, c'est tous ceux qui les laissent plonger et laisser à eux-mêmes toute la journée. Et cela, c'est quand même beaucoup plus compliqué, par exemple. Oui, c'est plus grave, c'est plus compliqué. Mais je pense réellement que, tu sais, ceux qui ont déjà un certain niveau d'ouverture concernant les écrans, il y a quand même un échange qui ne se fait pas. Parce qu'on Oui, part du principe que, hop, le temps est géré, ben, j'ai même pas besoin de comprendre la manière dont il aborde les écrans. Qu'est-ce que ça lui procure? Ça, on le fait pas. non, oui, parce que l'écran, à ce moment-là, c'est un peu la garderie et c'est ce qui te permet, toi, de faire autre chose pendant ce temps-là. Tu n'as pas de bruit dans la maison, tu es tranquille. Et on L'enfant, ça laisse fait aussi un temps calme. Mais on peut aussi laisser l'enfant tout seul devant son écran, de plus toute ou façon, moins. quand tu as deux enfants, trois enfants, que tu as travaillé, qu'il y a un temps d'écran, je ne pense pas sincèrement qu'il y ait beaucoup de parents qui soient là en train de surveiller. Non, euh, voilà, on est bien d'accord. Mais c'est donc, pour ça, et on peut les laisser, il faut les laisser autonomes là-dessus. Mais si voilà. tu les mets sur une série, voilà, pour souffler un peu le soir avant le dîner, se reposer un quart d'heure, la série, tu la connais, tu sais, je sais pas quoi, ça dépend de l'âge des enfants, tu mets, j'en sais rien, Choupi, tu mets Malheureusement, Choupi un quart d'heure, je veux dire, il n'y a pas, tu parles des je veux tout dire, petits. oui, là, par exemple, pour les tout petits, tu mets Choupi un quart d'heure, je veux dire, il n'y a pas de contre-indication sur un truc comme ça. Et on sait qu'il ne va rien avoir Ah, mais de là, grave derrière. On peut en reparler parce que c'est aussi très pédagogique, ces séries-là. Mais je veux dire, donc on peut en reparler avec les enfants, je veux dire, mais là, on n'aura pas d'effet nucléaire derrière, par exemple. Donc, on peut aussi serrer les moments où on laisse les enfants un peu comme ça, seuls devant les écrans. Et on peut aussi regarder Choupi avec eux, d'ailleurs, parce que c'est rigolo. Et non, mais voilà. Et on peut aussi plus ou moins interagir avec eux après et qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris. On peut le faire aussi après coup, finalement. C'est ça aussi ce que je veux dire. non, après, c'est une chose est sûre. Là, moi, j'abordais plus les écrans avec les pré-ados, ados, mais pour les tout petits, soyons clairs. Moi, alors, je suis désolée pour le coup, mais les tout petits, c'est écran tout seul en écran. Ah, ça, c'est pas possible. Ce Ça, on est bien foyer. d'accord. Ah non, voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Alors, D'accord. on distinguait hier le, oui, hier, en fait, de regarder un dessin animé et
les écrans tels qu'on est en train de les aborder. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Rien à Voilà, voir. Non, non, rien à voir. C'est pas la même chose. Pour ça, moi, j'évoquais voilà, de dire Choupi ou enfin, voilà. Et je connaissais une des personnes qui scénarisait Choupi et qui m'avait expliqué qu'ils avaient, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de danger derrière ce truc-là, ils avaient une grille pour construire le scénario qui était, mais alors, diabolique hein, pour eux à suivre. Par exemple, à un moment, moi je me souviens, elle avait écrit un scénario où Choupi allait dans le jardin en chaussettes. Ben ça, c'était interdit. C'était interdit dans le protocole. On n'avait pas le droit de sortir sans les chaussures dans le jardin, par exemple. Donc, c'est super contrôlé. Et ça, pour les parents, on sait très bien qu'il n'y aura pas de catastrophe nucléaire en regardant un truc comme ça. Ce n'est pas le cas de tous les dessins animés, d'ailleurs. Hein, oui. mais voilà, on peut aussi se dire ça. Et ce n'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord, que les écrans portables, si on peut dire. Voilà. Alors, on va essayer de voir ensemble maintenant pourquoi les écrans captivent autant les enfants. Pourquoi les écrans, en fait, ils arrivent vraiment à avoir une emprise sur nos enfants. J'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet et ensuite qu'on parle de l'algorithme ou bien en même temps qu'on puisse réellement rentrer dans cette emprise qui nous fait peur. Alors, déjà, je pense que les écrans, ça rentre dans une dynamique beaucoup plus vaste qui est la dynamique de l'imaginaire. Donc, avant les écrans, on avait des livres et depuis que les gens savent lire, plus ou moins, qu'ils ont le temps de lire, ils aiment bien les romans, les récits romanesques, le Comte de Monte Cristo, quand ça a été écrit. Voilà, on avait des histoires romanesques qui sont complètement imaginaires, plus ou moins d'ailleurs, les contes d'enfants, avec un peu des visées peut-être pédagogiques, mais qui permettaient, je crois, entre autres aux gens de s'évader peut-être de leur quotidien, de la même façon que les gens jouaient à des jeux de société, ils jouaient aux cartes, ils faisaient des choses. Donc, c'est l'aspect tout simplement de loisir de quelque chose quand on a un travail et une vie quotidienne et on sort de ça par des loisirs qui étaient à l'époque, voilà, la lecture, les jeux de société, les jeux en commun, enfin, etc. La balançoire, l'escarpolette, ça s'appelait, enfin, voilà, tous ces trucs-là. Et puis, est arrivée finalement la télé. Après, enfin, dans le même temps, il y avait le spectacle vivant avec les pièces de théâtre, les concerts, les baladins qui déambulaient d'une ville à l'autre, etc. Donc ça, je crois que ça a prolongé finalement en donnant accès, en rentrant dans nos maisons avec la télévision et avant la radio, d'aller dans cet aspect imaginaire qui nous fait un peu quitter notre quotidien pour mieux le supporter finalement et mieux faire avec, qui dans le même temps avait quand même un peu des visées, je ne sais pas si je peux dire philosophiques ou réflexives, en tout cas ça nous faisait réfléchir avec les Fables de La Fontaine avec une morale à chaque fois, dans les contes de Grimm ou de Perrault avec toujours une morale, un peu une vision éducative, la comtesse de Ségur, etc. Mais on rentrait dedans et c'était, d'un point de vue imaginatif, ça nous évadait un peu de notre quotidien. Voilà. Donc, je pense qu'avec la radio, puis la télé, puis maintenant les écrans, c'était un peu toujours cette dynamique-là, auquel, finalement, c'était rajouté la dimension complètement pédagogique avec les documentaires, avec la découverte du monde, finalement. Et donc, je pense que le premier point d'entrée, c'est celui-là. C'est de nous faire rêver, de nous donner accès à des choses qu'on ne peut pas voir directement sinon de chez nous. On n'est plus juste enfermé dans notre petite ferme au milieu de nos champs comme on l'était il y a 500 ans. Et ça, c'est, je crois, le premier effet waouh des écrans. Donc ensuite, si je vais un peu plus loin, tu parles un peu d'algorithmes, etc. Et on sait que ça, c'est pas la meilleure chose. La psychologie a beaucoup évolué, la psychologie cognitive a subi est née et a explosé à partir des années 1950, donc ça fait pas 100 ans. Et les principes de la psychologie cognitive sont assez bien connus, j'ai envie de dire maintenant, je prends les chemins de traverse, hein, parce que ce que je vais dire n'est pas du tout rigolo. Et tout ça est dérivé, que ce soit les publicistes, les marketeurs, les créateurs de dessins animés, ont une très grande connaissance des principes de la psychologie cognitive et donc du fonctionnement du cerveau, et utilisent ces principes-là dans la conception des animés, dans la conception, alors pas forcément tous, hein, dans la conception des algorithmes, dans la conception donc aujourd'hui des écrans, des algorithmes, de la manière dont c'est designé, dans la manière, dans les contenus aussi, dans tout ça. Et
Un peu comme si on met un adjuvant dans un petit pot pour bébé, il va être un peu accro. Et bien là, on met des adjuvants qui sont cognitifs dans tous les écrans et au sens large, pour le coup, au sens large, ce qui donne un peu plus l'envie d'aller. Parce que ce qu'on n'a pas dit non plus tout à l'heure, c'est l'aspect aussi, quand je parlais de social, c'est l'aspect aussi d'image parfaite que ça renvoie à l'écran. Avec l'idée, si on n'a pas des likes, on n'est pas aimé. Si on n'a pas, parce que c'est retouché quand même. Alors tout le monde sait que c'est retouché, mais enfin personne ne le voit. Quand même, ça se voit que les images, les femmes, les hommes, tout le monde est retouché. Mais globalement, c'est pas parce qu'on sait que c'est retouché qu'on va pas se dire ah oui, mais c'est à ça que je veux ressembler quand même. Et donc il y a cet effet de miroir déformant. Et au-delà de ça, il y a l'effet addict que ça crée. Je veux dire, moi j'étais en contact l'autre fois avec un créateur de La Patte Patrouille. La Patte Patrouille, c'est connu. Pour rendre les enfants accros, c'est connu. Et c'était un gars de Disney qui travaillait dessus à la création. Il dit, nous, on crée ça pour rendre les enfants accros, La Patte Patrouille. Oui, on est réellement dans les mécanismes neurologiques. Là, tu parles de dopamine, tu parles de récompense immédiate, et c'est avec ça qu'il… Oui, je parle des couleurs qu'il faut mettre pour attirer les enfants, du temps qu'il faut mettre, de lampe en musique. Je parle de tout ça, effectivement. Ce qu'on a dans les publicités. Dans les publicités, on ne va pas nous mettre le voisin qui va utiliser le parfum, on nous met la star retouchée et on rentre dans son univers. Et ça, on ne peut pas lutter contre. Ça, on ne peut pas lutter contre parce que c'est directement notre cerveau qui est pris en otage quelque part. Et c'est là où, en fait, on n'a plus la main, parce que ces mécanismes neurologiques, par exemple aussi, tous ces marketeurs qui utilisent des designs intentionnels. Alors, on va juste citer, je ne sais pas si j'ai le droit, mais juste la manière, quand on achète Apple, dans l'ouverture, etc., dans le bruit, dans le petit, tout ça, c'est technique, en fait, déjà neuromarketing. C'est pensé, voilà. Oui. Ça nous rend addicts parce que, waouh, ça fait cette récompense immédiate qui nous met directement dans cette sensation et dans cette addiction. Et c'est là où c'est dangereux, parce que nous, on le comprend, adultes. Oui, les enfants, on peut leur expliquer, ils peuvent le comprendre, mais ça veut dire qu'il faut quand même un cran supplémentaire, c'est développer un pas de côté, un recul, une capacité, une pensée critique, j'ai envie de dire. Et au-delà de ça, se dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, est-ce que c'est ça, est-ce que d'avoir un peu de respirer un grand coup et se dire mais c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux finalement. Et ça, un enfant, il va le faire minimalement finalement. Oui, et je trouve ça… Il faut quand même savoir que le cerveau est terminé quand même qu'à 25 ans. C'est-à-dire, ce qui est terminé avec 5 ans de manière très simpliste, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est la partie qui est là, qui nous permet de prendre du recul, d'anticiper, de voir les conséquences, etc. Alors, non pas qu'avant 25 ans, on ne puisse pas voir les conséquences de ce qu'on fait, mais c'est complètement terminé à 25 ans. Ce qui veut bien dire qu'avant 25 ans, bien des fois, c'est plus compliqué de savoir exactement faire un pas de côté, prendre du recul, l'esprit critique, etc. aussi. Oui. Et tout à l'heure, tu disais, tu parlais d'esprit critique, et je suis d'accord avec toi, c'est quand même l'une des choses les plus importantes à développer avec nos enfants, parce que quand on développe l'esprit critique, on peut, voilà, j'arrive pas à m'arrêter, ça me fait plaisir, je sais. Par contre, je sais déjà pourquoi c'est pas bon, que ça fait, et avoir justement un esprit critique, mais de ne pas rentrer Exactement. Et c'est un peu ce que tu dis, c'est un peu de le faire en conscience, de savoir qu'on le fait, et on peut le faire une journée parce que la veille, on a eu une dure journée, le jeune, il a eu plein de contrôles, machin, il est flagada. Il faut aussi que notre cerveau, il se repose. Donc, et ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les bénéfices des écrans, on le sait. Quand on est fatigué, ça permet de faire quand même quelque chose, de détendre notre cerveau, et ça repose en même temps parce qu'il n'y a plus de pensée, a priori, pas pour tout le monde, mais a priori. Donc, ça permet de gérer des émotions quand on a eu un tsunami émotionnel la veille, par exemple, de se mettre là-dedans, boum, ça permet de se détendre. Quand on est un peu dépressif ou un peu tristounet, ça permet de se décentrer de ses pensées négatives en regardant un animé pour les jeunes, une série, n'importe quoi. Et de voir quand même des exemples un peu pédagogiques aussi, même dans les animés, c'est plein de pédagogie, ces trucs-là. Et donc, voilà, il y a aussi ces bons côtés
il faut aussi accepter que ça peut nous arriver de rester une journée entière à faire du binge-watching, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une journée dans notre vie. C'est pas parce qu'il y a une journée que le lendemain, on n'a plus de neurones. Et on le fait en conscience, en connaissance de cause, parce qu'à ce moment-là, on en a besoin. Et c'est pas très gênant, finalement, de le faire. Mais encore une fois, de le faire en conscience et en sachant qu'on ne va pas faire ça tous les jours de notre vie non plus. Et là, quels sont les risques justement addictifs par rapport aux écrans? Donc là, tu viens de nous énumérer en fait, voilà, les côtés positifs, voilà, ce qui peut se passer quand on est énormément stimulé par les écrans, mais il y a quand même des risques addictifs. Comment Oui, est-ce alors déjà, le truc le plus addictif, c'est les notifications. Hein. Sur le téléphone, tu as les notifications pour tout et n'importe quoi, enfin pas n'importe quoi, pour tout, et ça sonne en permanence. Et donc, dès qu'il y a une notification, je dois absolument aller la voir dans l'immédiat pour ne rien perdre, avoir ce sentiment de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Alors que dans le fond, c'est peut-être pas si important de lire quelques temps plus tard, ou même de ne pas le lire du tout d'ailleurs. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le côté, le nombre de likes qui est devenu addictif. Il faut avoir des likes parce que sinon, ça veut dire qu'on est vraiment nul. Donc, voilà, il y a cet aspect-là aussi. Il y a l'aspect addictif dans les jeux, notamment où il faut toujours passer un cran, un niveau. Et je crois qu'on l'a tous vécu avec n'importe quoi, que ce soit un jeu un peu à 2 balles, comme un sudoku ou un je sais pas quoi, à mots croisés. Il faut passer le cran du dessus. Et donc, dans les jeux comme, je sais pas, Genshin Impact ou les choses comme ça, où tu gagnes des niveaux, tu as envie de gagner les niveaux, donc tu t'arrêtes pas parce que c'est fait pour. Oui, ça crée l'addiction de jamais pouvoir s'arrêter et d'avoir toujours envie d'aller plus loin, par exemple, tout simplement. Et les séries, et pourquoi on les binge-watch? Eh bien, parce que, évidemment, ça s'arrête et tu vas voir la suite dans l'épisode d'après, donc tu vas voir l'épisode d'après. C'est clair que c'est fascinant. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut aider les parents à poser des limites saines et réalistes? Comment est-ce qu'on peut les aider à instaurer des limites équilibrées? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que le rôle des parents là-dessus, c'est d'emmener les enfants vers l'autonomie avec les écrans. Parce que, comme tu l'as dit très justement, l'écran fait partie de nos vies aujourd'hui. Et on ne peut pas l'enlever parce que c'est le lien social des enfants. Nous, avant, on avait le téléphone, et même le téléphone avec des fils. Et donc, on rentrait du lycée et on appelait les copains. Donc, eux, ils ont leur téléphone. Donc, on ne peut pas le leur enlever parce que c'est le lien social. Et le lien social, il est fondamental. On est des animaux sociaux, on ne peut pas l'enlever. Donc, il faut bien que les parents, vous ayez conscience que ça fait partie de la vie de vos enfants d'aujourd'hui et de demain. Et donc, comme vous amenez vos enfants à être des adultes responsables par rapport, je ne sais pas quoi, à l'hygiène alimentaire, à l'hygiène tout court en se brossant les dents, etc., et en mangeant correctement, eh bien, il faut les amener dans cette même dynamique avec les écrans. Et ça, je pense que c'est un point fondamental parce que ne faut pas diaboliser l'écran en disant « mes enfants n'en auront jamais parce que sinon, ça ne va pas marcher ». Donc ça, déjà, c'est fondamental de se dire « on n'a pas le choix ». Donc ensuite, on a le choix de ce qu'on en fait. Et donc, c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, c'est il faut partager avec les enfants. Au début, après, ça dépend les âges du premier téléphone, par exemple. Moi, j'ai envie de dire, avant le collège, ils n'en ont pas besoin, hein, quand même, il faut bien être certain, il n'y en a pas besoin. Au collège, il commence à y en avoir besoin quand ils prennent les transports ou pour dire, il y a un cours qu'à sauter, est-ce qu'on peut venir me chercher? Mais ils n'en ont pas besoin en tant que tel dans l'enceinte du collège. C'est plus l'outil de téléphone pour appeler à la rescousse s'il y a besoin. Et puis, de peut-être les laisser un peu gérer. Là, avec les copains, ils commencent à avoir les copains en réseau à partir du collège, j'ai envie de dire. Et donc, de commencer à leur expliquer ces choses-là. Mais peut-être en étant un peu aussi avec eux. Moi, j'aime pas la question de dire « tu as droit à une demi-heure, tu as droit à 1 heure, donne-moi ton téléphone le soir », parce que ça ne rend pas autonome finalement. Mais peut-être, c'est une question aussi de confiance, c'est de dire, même si l'enfant il est au collège, il a 12 ans, il est en 5e, je ne sais pas quoi, au moment de se coucher, vous ne le laissez pas se coucher tout seul, a priori, vous allez lui faire un petit bisou le soir, eh bien, vous l'éteignez ensemble, le téléphone, vous le mettez sur vibreur, parce que ça fait aussi réveil matin, ce machin-là. Avant, on avait un réveil, maintenant, c'est le téléphone qui fait réveil. Oui. Donc, mais oui, donc ça fait un peu tout, c'est ça aussi, il fait téléphone, il fait réveil, il fait réseaux sociaux, il fait jeu, il fait appareil photo, donc c'est ça aussi qui est compliqué. Et donc on peut se dire,
on le fait ensemble avec l'enfant en expliquant. D'abord, il faut leur expliquer la lumière bleue, le machin avant de dormir. Après, ça fait une excitation, on ne peut pas dormir. Ils entendent tout ça, les enfants. Et si vous dites, bon, ben voilà, maintenant c'est l'heure, tu le mets sous l'oreiller ou tu le mets sur le meuble là-bas au fond, il n'y a pas forcément besoin de le piquer. Après, c'est à l'usage. Alors, il y a des enfants, vous faites ça avec eux, et puis ça marche, et ils sont responsables, et il n'y a pas de problème. Et puis, il y en a d'autres qui leur prennent en douce quand vous avez le dos tourné. C'est pas faux. Mais il faut peut-être essayer déjà et voir un peu, parce que si l'enfant, il le prend en douce pendant que vous avez le dos tourné, peut-être que la question, elle est plus vaste que juste le téléphone. C'est pas gentil ce que je vais dire là, mais qu'il y a une question aussi de relation de confiance entre les parents et les enfants de manière plus large que juste le téléphone, par exemple. Très honnêtement, moi, quand je vois des enfants et avec qui on fait ça et on décide de faire ça avec les parents et on se fait confiance, ben ça marche. Mais on se fait confiance, peut-être parce qu'on a un peu pratiqué ça ensemble, sur tous les sujets, tous les domaines, tous les compartiments de la vie de l'enfant. C'est pas juste le téléphone, il faut faire confiance dans tout. Il faut avoir un peu une confiance, pas aveugle, mais absolue dans son enfant. Et là, vous pouvez arriver à créer comme ça avec eux des limites réalistes finalement parce qu'il vous fait confiance. Il sait que même s'il le reprend, moi c'est arrivé comme ça, il reprend le téléphone. Ah oui, mais parce que maman, j'avais oublié que j'avais un truc et je devais vérifier. Je reprends 2 secondes, je l'éteins. On fait pareil nous-mêmes, on fait pareil. Et donc, je pense que la clé du téléphone, mais c'est la clé plus large avec des enfants, c'est d'avoir confiance en eux et qu'eux, ils aient confiance en vous et qu'ils sachent que finalement, on peut y aller tranquillement ensemble. Oui. Je Après, n'ai pas c'est vrai. répondu exactement à ta question, mais j'ai répondu Non, par un chemin de traverse, c'est ça. non, mais il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a, c'est que, tu sais, tu as beau avoir confiance, je pense, sur les écrans avec les enfants, la tentation, elle est tellement, tellement forte, tellement grande chez certains parents, chez certains enfants, que oui, tu as raison. Il faut aussi instaurer la confiance. De toute façon, quand on regarde la journée, on laisse les téléphones. Bien Donc, sûr. en fait, ils en font ce qu'ils veulent. D'accord. Après, alors, ce que je suis en train de dire, et ce n'est pas juste moi qui le dis. Alors moi, je travaille avec une personne qui a monté la première consultation des écrans en France et qui le dit. La première règle par rapport aux écrans, c'est nous, c'est l'adulte. Parce que, et donc c'est l'adulte et la relation éducative, pédagogique qu'on veut avoir avec nos enfants. Nous, déjà adultes, est-ce que notre téléphone, on le pose? Est-ce que s'il y a une notification, on va la regarder, on ne va pas la regarder? Est-ce que pendant le dîner, il est où notre téléphone? Qu'est-ce qu'on en fait, ça aussi? C'est l'exemple qu'on donne à nos enfants. Et on ne peut pas dire, toi, tu n'as pas droit et moi, je le fais. Et donc, ce que je veux dire de manière beaucoup plus large, c'est que ce n'est pas juste le téléphone. C'est toute l'éducation qu'on donne à nos enfants. Si on fait confiance à nos enfants, alors c'est un peu simple de mettre tout sur la confiance, mais globalement, si vous élevez vos enfants correctement, il n'y aura jamais de problème de téléphone. Ça, c'est un faux problème finalement. Et si tu veux, si on repart sur ce que je disais tout à l'heure sur les parents qui laissent les enfants devant les écrans, c'est quand même… aujourd'hui, quand on parle des enfants écrans, ce sont ces petits qui sont devant les écrans. On ne parle pas de la télé, depuis la maternité. C'est pas depuis plus tard, c'est depuis la maternité. Ce qui fait que, je sais, je me suis fait un peu incendier parce que je disais ça, mais c'est une réalité. Et ce n'est pas que moi qui le dis, cette collègue pédiatre, elle le dit de la même façon. On a aujourd'hui des enfants qui ont 6 ans avec un langage de 3 ans, des enfants de 3 ans qui ne parlent pas, des enfants de 2 ans qui ne marchent pas, qui ne savent pas attraper un objet, qui ont des retards, donc non seulement en termes de langage, des langages cognitifs, des langages physiques, parce que, alors on me dit, et c'est là où on m'a insulté sur les réseaux, on me dit, mais ça n'a aucun rapport d'avoir un retard de développement quand on regarde des écrans. Mais oui, ça a un rapport, parce que quand vous êtes assis depuis la maternité devant l'écran sans bouger, comment voulez-vous apprendre à marcher si on ne vous fait pas marcher? Évidemment, ça a un rapport. C'est juste, si on ne vous met pas debout, vous ne pourrez jamais marcher. Et des enfants qui sont devant les écrans depuis la maternité, ils ont des retards de développement. Et ça a un impact également sur l'alimentation parce qu'ils sont en train de dîner tout seuls parce que les parents, ils ont alors la caricature, si je peux dire le stéréotype, le père est dans les jeux vidéo sur son écran, la mère est sur sa série à côté, le gamin, la petite fille, elle est à table en train de manger toute seule avec le téléphone des parents. Et qu'est-ce qu'elle mange? Parce qu'elle n'aime rien du tout, évidemment, puisqu'on ne l'a jamais sollicité ni pour la nourriture, ni pour rien. Et elle mange 3 clopinettes de chips avec rien.
Et donc, ça a un impact aussi sur l'alimentation, ça a un impact sur le langage, ça a un impact sur tout. Ça fait des enfants qui n'ont pas d'amis à l'école. Les seules manières d'interagir, ça va être la violence parce que c'est ce qu'ils voient sur les écrans. Et on nous dit, mais ces enfants-là, ils sont super intelligents parce qu'ils savent retrouver sur YouTube leurs vidéos. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'algorithme, il est là pour leur redonner leurs vidéos. Tout seul, ils font rien. Et on sait par exemple qu'un enfant qui est capable de résoudre un puzzle sur un écran n'est pas capable de le résoudre dans la vraie vie, son puzzle. Et on sait aussi, on a une étude que je vais citer, que je trouve extraordinaire, on n'apprend pas d'un écran. Il y a une étude qui a été menée où on avait 2 groupes d'enfants et on avait un adulte, imaginons toi, Akima, tu vas cacher un objet dans ta pièce, là, derrière, un nounours ou une poupée dans la pièce derrière toi. Et il y a 2 groupes d'enfants, un enfant qui te voit derrière une baie vitrée, un groupe d'enfants derrière la baie vitrée et un groupe d'enfants derrière l'écran. Bien, les enfants qui t'ont vu derrière la baie vitrée, cachés, ils te regardent par la fenêtre, ils voient où tu caches ton nounours, 100% des enfants vont le rechercher. Avec l'écran, il n'y en a même pas 1 sur 2 qui est capable d'aller rechercher. Donc, on n'apprend pas. On ne peut pas extrapoler ce qu'on voit dans un écran à la vraie vie. Et donc, quand on nous dit, oui, mais c'est super pédagogique un écran, non, ça n'est pas pédagogique un écran. Ça dépend à quel âge, évidemment. Hein. Là, on parle des petits, ils avaient, je ne sais plus dans l'étude, entre 3 et 7 ans, j'ai oublié, mais c'est des petits, pas si petits non plus quand même. Et donc, on ne peut pas extrapoler ce qu'on voit dans un écran à la vraie vie. Et donc ça, cette catastrophe-là, on a aujourd'hui 2 enfants par classe à peu près qui sont ce qu'on appelle les enfants écrans. Et là, qu'est-ce qu'on y fait? Là, je suis d'accord. Les limites saines et réalistes, comme tu le dis, c'est 0 écran. C'est 0 écran tout seul. C'est les parents, vous mettez les écrans au placard. Parce que là, on développe en fait des signes on a eu des publications qui nous disent qu'on a, pour le coup, on crée des enfants qui sont, en anglais, c'est autisme-like, qui ressemblent à de l'autisme, qui développent des traits similaires à de l'autisme. Et ce n'est pas de l'autisme. Et c'est pour ça qu'en classe, on va souvent suspecter le spectre de l'autisme, on va suspecter des TDA, on va suspecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont ces symptômes, ces réactions, ces caractéristiques qui nous confondent, qui nous mènent à… Bien sûr, bien sûr. Mais tout à fait, parce que ça va singer, si on peut dire, mimer les manifestations de l'autisme, du TDAH, de tout ce qu'on veut. Mais si, en fait, à l'inverse, et c'est ce que fait cette collègue qui s'appelle Sylvie Duosica, et son site est merveilleux, elle a créé le collectif des écrans, le COSE, et il y a plein de ressources aussi pour les parents, et j'en profite de le dire, parce que c'est important. Et elle, ce qu'elle dit, et ce que je fais moi également dans mon cabinet, c'est on supprime les écrans. Et on donne des prescriptions aux parents qui sont des prescriptions tout à fait simples. Hein, c'est on fait des jeux de société, les parents, vous cachez votre écran quand il n'y en a pas, on va se promener, on va jouer au ballon, on fait des trucs. On fait des trucs. Mais ce que ne font pas ces parents-là, finalement. Et quand on fait ça, quand entre guillemets, on remet les enfants dans une vie normale d'enfant, ils redeviennent normaux, ces enfants-là. Ils rattrapent leur retard et ils redeviennent normaux. Sauf si au départ, ils avaient déjà un trouble neurodéveloppemental qui était présent. Ce qui là est autre chose parce que neurodéveloppemental, ça veut dire que c'est présent toute leur vie. Mais des enfants qui n'ont pas de trouble neurodéveloppemental à la naissance, ils récupèrent leur capacité quand ils redeviennent des enfants comme tout un chacun, finalement. Et c'est ça qui est aujourd'hui. Ça, ceux-là, ils ont pour l'instant 6 ans à peu près. Et donc, ils arrivent. Il y en a, oui, on dit à peu près 2 par classe. Et qu'est-ce que ça fait derrière? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Quand ils vont grandir, je ne sais pas très bien. Parce qu'ils vont aller, ils n'ont pas la capacité d'apprentissage, ils vont aller dans des classes. On va leur dire, moi j'en ai reçu, qui me disent, mais l'enseignant demande de faire un bilan. Moi, je veux bien faire un bilan cognitif. Le résultat, ce n'est pas difficile, c'est déficience intellectuelle. Parce qu'il n'y a pas de vocabulaire, parce qu'il n'y a pas d'interaction, parce que socialement, ils ne savent rien faire. Mais ce n'est pas une vraie déficience intellectuelle, ce n'est pas une déficience intellectuelle génétique, j'ai envie de dire, c'est récupérable. Et donc, moi, je n'ai pas envie de faire des bilans à des enfants comme ça en disant vous êtes déficient intellectuel, on va les mettre dans des classes adaptées, dans des CLIS, des ULIS, alors qu'en fait, ils ne devraient pas y être. Mais à un moment, c'est comme ça que ça va se continuer finalement, et ça, je trouve ça dramatique. Et comment est-ce qu'on peut utiliser les écrans, justement, tout à l'heure, tu l'évoquais, hein, qu'il n'y a pas que du mal, comme un levier d'apprentissage et de créativité? Comment est-ce qu'il y a des moyens connus scientifiquement? Est-ce qu'il y a des applications? Comment est-ce qu'on peut faire pour… Alors, on a des milliers de belles choses. Voilà. Donc, voilà. Oui,
Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand ils sont plus petits, si on ne parle pas des ados, mais des pré-ados à l'école, faites avec eux, restez avec eux, trouvez ensemble moi, je me souviens, ma fille, quand elle était au CE2 sur le Moyen-Âge, on avait un site qui était, je sais plus, le site d'Arte, de l'éducation nationale, je ne sais plus quoi, et il y avait un jeu en ligne pour créer une cité médiévale. Mais c'était merveilleux, on a passé du temps là-dessus, on apprenait plein de choses. Bon, évidemment, après, à l'école, elle s'ennuyait un peu parce qu'elle savait plus sur le Moyen-Âge que le programme. Et ça, c'était des sites institutionnels, j'ai envie de dire. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont faites. Vous avez, en termes de pédagogie pure, j'ai envie de dire, hein, il y a des sites d'application pour les mathématiques visuelles, pour le français, pour plein de choses, pour faire les devoirs en s'amusant avec je sais pas, des expérimentations. Avec, voilà. Et il y a plein de sites pédagogiques qui sont soit institutionnels faits par l'éducation nationale, de notre pays ou d'autres d'ailleurs. Vous avez des chaînes de télévision qui créent aussi du contenu pédagogique, et ça, c'est très, très chouette. Et donc ça, à ce moment-là, vous le faites avec eux quand ils sont, j'ai envie de dire, à l'école élémentaire ou peut-être le collège éventuellement. Donc ça, il y a plein de ressources extraordinaires. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect pédagogique aussi d'une série ou d'un animé. Il se trouve que moi, j'ai écrit un livre là récemment qui s'appelle Manga Psycho, où j'ai décortiqué les mangas et les animés pour chercher les leçons que peuvent apporter aux ados, justement, tous ces personnages qu'ils connaissent par cœur, donc aussi bien dans One Piece que Luffy, que dans l'Attaque des Titans, que dans tous ces trucs-là. Et c'est très pédagogique, ils nous apprennent des choses merveilleuses. Dans Demon Slayer, on a des leçons de philosophie, de psychologie en permanence. Et donc voilà, il y a aussi des bons côtés dans des séries, dans des animés, dans des jeux, où ça apprend aussi, dans des jeux comme Genshin Impact, par exemple, où vous apprenez la coopération, vous apprenez, et puis vous pouvez jouer avec des gens qui viennent vous rejoindre, donc vous collaborez ensemble. Donc, il y a aussi cet aspect de levier social qui est pas mal dans tous ces trucs-là. Sur la créativité, alors là, la créativité, c'est infini. C'est infini à partir du moment, moi j'ai vu des jeunes, ils se sont mis au crochet en ayant vu des tutos, ils se font des hauts, des t-shirts ou je sais pas quoi, enfin des hauts, voilà, des hauts crochets tout seuls, alors qu'ils n'ont jamais tenu un crochet de leur vie, ni personne dans leur famille. Vous avez les recettes de tout et n'importe quoi, et ça c'est super chouette. Vous avez les tutos des DIY pour faire exactement ce qu'on veut. Donc la créativité c'est infini. Il y a les logiciels de retouches que vous avez. Tu parlais tout à l'heure d'Apple, c'est bien, c'est pas bien, mais vous pouvez faire de la retouche vidéo, de la création vidéo. Je veux dire, ça c'est extraordinaire quand même. On ne pouvait pas faire ça du tout auparavant. Il y avait besoin d'une espèce d'usine à gaz pour retoucher un film, une photo, un machin. Aujourd'hui, en 2 clics, c'est fait et ça fait des trucs super jolis quand même, hein. Donc, on peut apprendre à dessiner, on peut faire des bandes dessinées, on peut faire des petits bouts de dessin animés tout seul, on peut faire, on peut apprendre je sais pas quoi, le maquillage, le stylisme. Et puis, il y a tout, pour les plus grands, il y a tous les, mais ça, ce qu'on utilise en tant qu'adulte, moi j'utilise ça beaucoup, tout ce qui est les formations continues, les MOOC, les modules d'apprentissage en ligne, mais c'est extraordinaire ce truc-là. On apprend, on découvre, voilà, plein de choses. Moi, dans mon domaine, j'ai accès maintenant à toutes les publications internationales de chercheurs du monde entier, ce que je n'avais pas avant. Avant, il fallait avoir des articles en papier imprimé, il fallait les commander, maintenant, il fallait être dans une bibliothèque. On a tout ça en ligne. Donc ça permet quand même d'augmenter notre ouverture, notre culture, notre créativité, notre réflexion aussi, et d'enrichir notre pensée. Donc c'est vrai, toujours avec un peu de recul, parce que si on va sur Wikipédia, chacun écrit dans Wikipédia, c'est rien du tout de scientifique. Voilà, toi tu écris ta page sur Wikipédia et tu mets ce que tu veux dedans. C'est pas vérifié, par exemple. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là, mais globalement, on a accès à tellement de ressources que c'est merveilleux. Et d'un point de vue pédagogique pour les enseignants, on a accès aux ressources pédagogiques de la planète entière. Ça m'arrive régulièrement quand j'accompagne des gens, même d'aller chercher des ressources aux États-Unis, je sais pas quoi, en Espagne, n'importe où, parce qu'ils n'ont pas la même pédagogie que nous, et on trouve des exercices, des trucs qui sont très utiles pour nous, oui, voilà. Et ça pour les enfants, c'est très très bien aussi. Oui, exactement. C'est vrai qu'il faudrait
Donc, être focus sur justement les opportunités que ça nous offre, les écrans aussi. Et je crois qu'essentiellement, il faut que nous, en tant que parents, on incarne ce modèle et regarder les écrans, comme tu es en train de dire, une utilité, une possibilité, une ouverture. Alors certes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler, qu'il ne faut pas minimiser parce que c'est un fléau. C'est justement parce qu'on est en phase, on est dans cette transition où on est affolé. On est affolé par ce waouh et on se dit oh, je veux pas rater ci, je veux pas rater ça. Même nous les grands, on se Mais même retrouve. nous les grands, mais ça veut dire que quand même nous les grands, tu as raison, on donne l'exemple. On n'a pas de téléphone pendant les repas. On l'enlève pendant les repas, on le met à côté. Et si on regarde une série, un truc, le téléphone, en famille, je veux dire, si on regarde un truc en famille, eh ben, on le met à côté. Et vos enfants, enfin, je pense que tes filles, elles peuvent t'apprendre aussi. Elles te disent, bah, maman, il y a telle série, tel machin, tel animé. Mais c'est super. Moi, je suis tombée à fond dans celui qui est un moment qui fait le buzz, qui est Arcane avec ma fille. Et ben, moi, je trouve ça super chouette. Hein. Et on rentre dedans, les personnages ont une profondeur, on rentre dans leur univers aussi. Ils nous apprennent, tu as dit tout à l'heure, c'est pas juste des connaissances, mais on peut aussi rentrer dans leur univers et partager avec eux. Mais quand on fait ça, on regarde une série avec eux, il n'y a pas le téléphone. On n'est pas là toutes les 2 secondes avec regarder les notifications. Mais le téléphone, il ne faut pas oublier non plus, ça fait de la musique. Dès que vous faites la cuisine ensemble, il y a la musique à côté, c'est sympa. Ça fait l'appareil photo, ça fait plein de choses aussi, ce truc-là. Donc, on ne peut pas non plus tout condamner, mais montrer l'exemple, les parents, effectivement. Et donc, voilà, rien pendant les repas, au minimum, quand même, au minimum. Oui. Et vos enfants, ils feront pareil derrière si vous faites ça quand même. Pendant les repas, avant le coucher. Et puis c'est vrai que ça apprend. Moi, je vois des jeunes aussi, ils me disent ah mais j'ai vu un TikTok justement où il y avait je sais pas quoi tel spectacle, ça me donne envie d'aller voir le spectacle. Ben non, mais ça c'est super parce que TikTok, vous voyez quelqu'un qui a posté un bidule qui a dit ah j'ai été voir telle pièce de théâtre, j'ai envie d'y aller, papa maman vous m'emmenez. Mais sinon il l'aurait pas vu passer peut-être la pièce de théâtre. Donc c'est chouette. C'est pas que du. Enfin voilà, même TikTok, il y a des trucs. Alors oui, on peut dire, voilà, mais il y a des trucs, c'est. Et puis, je sais pas toi, tes enfants, mais alors moi, TikTok, je suis pas tellement dessus parce que je peux pas être partout à la fois. Mais quand on monte des bazars, mais on est plié de rire quand même, c'est rigolo. Et l'humour, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Donc voilà, partager aussi. Moi, je crois que nos enfants, comme tu as raison, et faut leur faire confiance quand même. D'abord, c'est eux la génération de demain. Hein, voilà, nous, on est un peu les has-beens. Donc, on est les vieux, donc c'est eux qui prennent le relais un jour. Et ils prennent le relais, faites-leur confiance quand même. Alors, pas forcément n'importe comment, mais ils vont nous apprendre des choses, ils nous en apprennent, donc rentrez dans leur univers. Vous êtes des parents, certes, mais un parent, c'est pas à sens unique, c'est les interactions avec vos enfants. Et rentrer dans leur univers, ils vont vous apprendre des trucs quand même. Moi, je vois des parents, ils me disent, ben non, je veux pas qu'est-ce que vous voulez qu'ils m'apprennent. Mais c'est super, rentrez. Moi, les animés, je peux te dire, quand j'ai écrit ce manga psycho, j'en ai mangé des animés et des mangas. Je sais pas, j'en ai regardé et lu, je sais pas, 200 titres ou je sais pas combien, donc beaucoup. Mais j'ai trouvé ça captivant. Et je serais jamais rentrée là-dedans sans les ados que j'accompagne et que j'ai chez moi. Mais voilà. Mais c'est merveilleux, ces trucs-là. J'ai découvert un monde que je n'imaginais pas aussi profond, finalement. Et qui ont permis à certains de rentrer dans la littérature aussi derrière. Donc, c'est pas complètement absurde, mais oui. Non, mais dans la vraie littérature, dans la littérature, telle que nous, on l'entend. Donc, voilà, partagez avec vos enfants et faites-leur confiance et partagez avec eux, c'est ça. Oui, échanger avec eux. Allez vous intéresser aussi à ce qui les intéresse réellement. N'ayez pas peur parce que c'est vos propres peurs, encore une fois. Et encore une fois, je répète, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas contrôler, limiter, etc. Il ne faut pas être laxiste, évidemment. Il ne faut pas lâcher en disant ces 2 dames ont dit on peut leur faire confiance, donc débrouille-toi. Non, ce n'est pas ça qu'on a dit. C'est pas du tout ça qu'on a dit. Parce qu'ils peuvent vraiment nous surprendre. Ils peuvent vraiment nous surprendre et ne soyons pas réfractaires sur quelque chose quand même qui donne une ouverture et qui peut justement mener nos enfants vers des horizons qu'on n'imagine même pas. Donc, soyons ouverts, développons cet esprit critique, c'est vrai, c'est l'essentiel. Connectons-nous à nos enfants, parce que très souvent, quand on en a peur comme ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à créer du lien avec l'enfant, on n'arrive pas à communiquer,
qu'on n'arrive pas à lui faire confiance parce que nous-mêmes, on ne gère pas. Non, exactement. Donc, voilà. Je suis d'accord. Béatrice, est-ce que tu as, alors tu sais, durant ce sommet, on a un expert, un secret. Tu nous en as donné beaucoup de tips là parce que je trouve que ton approche bienveillante avec les écrans va, je l'espère en tout cas que c'est entendu de cette manière-là et que c'est pas vu comme non, les écrans, ça fait rien. Non, c'est pas du tout le sujet. Ah non, puis c'est pas, j'aimerais pas qu'on pense que c'est du laxisme, encore une fois, en disant oui, les écrans, voilà, elle a dit, c'est pas grave, faites n'importe quoi. Voilà. Non, c'est pas ça du tout, c'est le milieu, on est d'accord. Exactement. Au contraire, c'est là, de manière aussi bienveillante, de dire, vous savez, il n'y a pas que du mauvais. Et on peut justement créer du lien grâce à cet outil. Et nous, là, on est à l'état de transition où on est dans la peur. On est dans la peur parce qu'on n'arrive pas à gérer. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. C'est nouveau. On est là, on se dit, oh, mon Dieu, on nous parle de dopamine, on nous parle d'addiction, on nous parle, c'est vrai, mon enfant est irrité. On est en train de découvrir, on est en train d'apprendre avec eux. C'est quelque chose de merveilleux et en même temps de dangereux. Mais la bipolarité, en fait, de ce monde est ainsi faite. Les choses qui peuvent être… Oui, mais tu dis c'est merveilleux. Oui, mais évidemment, mais c'est pareil qu'une voiture. C'est merveilleux une voiture, mais c'est dangereux une voiture. Non, exactement. Pareil, exactement. Voilà. C'est juste pareil. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Et effectivement, une voiture, moi je vois un jeune, il n'a pas le permis, il a pris la voiture de ses parents, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est craché. Je lui dis, mais tu avais appris à conduire avant? Il dit, non, pourquoi? Oui, voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Les écrans, c'est pareil. On ne va pas donner une voiture à un enfant à qui on n'a pas appris à conduire. Voilà. C'est super une voiture. Il y a des inconvénients, la planète, tout ce qu'on veut. Il y a des très bons côtés, mais on ne le fait pas n'importe comment. Donc, et une fois qu'on sait conduire, on conduit à peu près potablement chacun d'entre nous. Donc voilà, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est la façon dont on l'utilise. Exactement. Alors, pour conclure, Béatrice, donc, un expert, un secret. Si tu avais un secret à nous partager en tant que parent, à partager aux parents, quel serait-il? Le truc où tu te dis, mais si chaque parent faisait au moins ça, ce serait un game changer. Je crois que si chaque parent regardait son enfant comme un enfant, c'est-à-dire comme un petit être qu'il a mis au monde et qu'il a voulu mettre au monde et qui est je ne sais pas, qui est la 8e merveille du monde, mais c'est vrai, nos enfants, c'est la 8e merveille du monde, donc il faut le leur dire, il faut les chouchouter, il faut les bichonner, il faut les aimer, il faut leur dire qu'on les aime. On n'aime jamais trop un enfant. Moi, je vois des gens, ils me disent, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire à nos enfants qu'on les aime, mais il ne faut même pas hésiter une demi-seconde. C'est votre enfant, c'est la chair de votre chair, c'est la 8e merveille du monde. Voilà, donc dites-le leur, aimez-les et sachez que quand ils auront 20 ans, 30 ans, ils seront épanouis, ils seront d'aplomb, ils seront retombés sur leurs pattes. Ils seront donc d'autant mieux retomber sur leurs pattes que vous les avez aimés, pris dans les bras, câlinés, chouchoutés, que vous allez jouer avec eux, partager, courir, rouler dans les bottes de paille. Enfin, je ne sais pas, jouer avec vos enfants, c'est des enfants. Vous n'êtes pas des enfants pour être sérieux, le père fouettard et dire non, les limites, c'est arrêtez un peu avec les limites et amusez-vous. Et une fois qu'on fait ça, sans laxisme, encore une fois, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est super chouette et les enfants, ils sont super épanouis après. Donc aimez-les, vos enfants, c'est des enfants, donc c'est chouette. Partagez, aimez-les. Merci beaucoup, Béatrice. Merci pour cette tendre approche, où on retrouve beaucoup de bienveillance par rapport à l'enfant. On sent que tu es très attaché à l'enfant dans son essence et j'aimerais qu'on retienne ça parce que c'est magnifique. On retrouve de la connexion, beaucoup d'amour et vivre avec l'enfant tel qu'il est, en jouant, en se connectant à lui. Et je trouve ça magnifique ce que tu nous rappelles. Donc, merci infiniment. Et on voit avec une posture finalement très consciente, eh bien, il est possible d'accompagner nos enfants dans leur relation avec leurs écrans
sans stress ni culpabilité. Alors à vous, parents, essayez d'appliquer le conseil de Béatrice. Aimez vos enfants, on n'en doute pas, vous les aimez, jouez avec eux, regardez-les comme des enfants, faites-leur confiance, incarnez ce que vous voulez de vos enfants et tout se passera bien. Donc, je vous retrouve dans une prochaine conférence. Merci infiniment, Béatrice, pour ce moment qui était très spécial à mon sens. Merci, Béatrice. Merci, Hakima.